Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un double défi, un truc qui, je pense, parle à pas mal de monde. Ah oui, je crois aussi. Comment se muscler efficacement chez soi sans dépenser un euro en matériel? Et en même temps, comment trouver les bons mots pour en parler en français? C'est ça. Pour décrire sa routine, pour échanger avec des amis. Exactement. Et pour nous guider, on a une sélection de sources assez riche, en fait. On a d'abord un article très pratique d'IGM Well Pass, avec un programme de 10 exercices. Au poids du corps, c'est le principe. Voilà, on a aussi des fiches pédagogiques sur le vocabulaire, la routine, des dialogues, et un article que j'ai trouvé vraiment éclairant sur la façon dont le sport a infusé notre langue de tous les jours. Et c'est là, je pense, que notre mission se dessine. L'idée, c'est pas juste de donner une liste d'exercices d'un côté, une liste de mots de l'autre. Non, ce serait trop simple. C'est de voir comment le corps et la langue s'entremêlent, en fait. Comment le fait de maîtriser un mouvement, ça aide à maîtriser les mots pour le décrire. Et inversement, On va construire un guide à la fois physique et linguistique. c'est l'idée. Parfait. Alors commençons par le commencement. La philosophie derrière cet entraînement à la maison, sans matériel. Mhm. La source IJM Wellpass. Elle met en avant des arguments assez évidents. La flexibilité, les économies. Mais il y a un concept qui m'a vraiment interpellé. Lequel? La musculature fonctionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ah, ça, c'est un point absolument central. La source l'explique très bien. On sort de la logique purement esthétique du «je veux gonfler ce muscle pour l'apparence». D'accord. La musculature fonctionnelle, c'est développer la force, la stabilité, la mobilité Ouais. dont on a besoin tous les jours. C'est la capacité à porter ses courses sans se faire mal au dos, à soulever un enfant. À se lever d'une chaise sans galérer? Exactement. Et pour ça, l'entraînement au poids du corps, c'est le roi. Parce qu'il apprend à notre corps à bouger comme un système cohérent. Donc, si je comprends bien, c'est moins de quoi j'ai l'air et plus comment je me sens et ce que je peux faire. C'est tout à fait ça. Et ce sentiment de compétence physique, curieusement, il se reflète dans la langue. Pense à l'expression «être bien dans ses baskets». Ah oui? Elle vient directement de cette sensation de confort, d'aisance dans son corps. Mais elle a évolué pour décrire un bien-être psychologique global. Être fonctionnel dans son corps, ça aide à se sentir fonctionnel dans sa tête. La connexion est directe. C'est une excellente porte d'entrée. Alors, comment on organise ça? La source propose une structure de séance hyper simple. Un échauffement, 5 minutes. Indispensable. Un circuit de plusieurs exercices et puis des étirements. Et pour la progression, pas besoin de soulever plus lourd. On peut juste ralentir le mouvement, changer un angle. Et cette idée de ralentir le mouvement, c'est contre-intuitif, mais c'est génial. Comment ça? Ralentir une descente en pompe, par exemple, ça met les fibres musculaires sous une tension beaucoup plus longue et intense. En fait, on simule une charge lourde sans aucun poids. D'accord, je vois. C'est une technique qui demande une énorme concentration. On est vraiment dans la qualité du mouvement, pas dans la quantité. Ce qui m'amène à une question. Quelles sont les erreurs classiques quand on se lance tout seul chez soi? On n'a pas de coach pour nous corriger? Le risque principal, et la source le souligne bien, c'est de privilégier la vitesse sur la forme. On veut en faire plus, c'est ça? C'est ça, on veut faire plus de répétitions, alors on bâcle le mouvement. Un squat avec le dos rond, par exemple, c'est pas seulement inefficace, c'est dangereux pour les lombaires. Hmm, L'entraînement à la maison, du coup, ça demande une forme de discipline, d'honnêteté avec soi-même. Faut écouter son corps et pas laisser l'ego prendre le dessus. c'est noté. Alors, plongeons dans le concret. Les exercices. Le premier, le roi, l'incontournable, le squat. Le fameux L'article le décrit comme le mouvement de s'asseoir sur une chaise invisible. Simple, mais terriblement efficace pour les jambes, les fessiers. Et il y a un détail technique qui change tout. C'est de bien pousser sur les talons pour se relever. Ah oui, pourquoi? Parce que beaucoup de gens ont tendance à mettre le poids sur l'avant du pied. Et ça stresse les genoux. En se concentrant sur les talons, on active correctement toute la chaîne postérieure. C'est là qu'on trouve la vraie puissance. C'est intéressant parce que même le mot squat est un anglicisme qu'on a complètement adopté. Si on voulait être puriste en français, on dirait quoi? Faire des flexions? On pourrait dire s'accroupir, faire des accroupissements, mais c'est un peu moins précis. Faire des flexions sur jambes, oui, ça décrit bien l'action. Ce qui est fascinant, c'est que les verbes comme fléchir, pousser, se relever, contracter, C'est tout un vocabulaire? c'est le vocabulaire de base de la conscience corporelle. Savoir nommer ses actions, ça aide à mieux les exécuter. C'est le dialogue interne qu'on a avec son corps. D'accord, je vois. Prochain exercice, les pompes. Le classique du haut du corps. La source dit qu'on peut varier à l'infini, mains serrées, larges, pieds surélevés. Mais est-ce que c'est juste pour pas s'ennuyer ou c'est un vrai intérêt? Un intérêt
énorme. Changer l'inclinaison du corps ou l'écartement des mains, c'est comme utiliser différentes machines dans une salle de sport. Ah d'accord. Une pompe déclinée, avec les pieds sur une chaise, ça va beaucoup plus solliciter le haut des pectoraux, les épaules. Une pompe main serrée, ça cible plus les triceps. Cette variété, en fait, elle permet un développement complet. On sculpte le muscle sous tous ses angles. Un de mes préférés, ne serait-ce que pour le nom, le gainage Superman. Ah oui? On est à plat ventre, on décolle bras et jambes. On a l'air un peu ridicule, je l'avoue. C'est vrai. Mais on sent que ça travaille très fort dans le dos. C'est l'antidote parfait à nos vies de bureau. Quand on passe des heures assis, avachis sur un clavier, toute notre chaîne postérieure, les muscles du dos, les lombaires deviennent faibles, endormis. Mhm. Le Superman, il vient réveiller et renforcer tout ça. C'est un exercice de santé posturale avant d'être un exercice de musculation. Il nous aide à nous redresser, littéralement. Ça me fait penser à une expression que mentionne une de nos sources, avoir le nez dans le guidon. Oui, tout à fait. C'est la posture du cycliste, penché et concentré. Mais dans la vie de tous les jours, ça décrit quelqu'un qui est tellement absorbé par son travail qu'il perd la vue d'ensemble. C'est drôle, le Superman est l'exercice qui nous force physiquement à sortir de cette position. De surcharge, de manque de recul. L'exercice, lui, est la solution. Il nous oblige à lever la tête, à ouvrir la cage thoracique. Le corps enseigne à l'esprit comment sortir de l'ornière. La boucle est bouclée, comme le dit la source. C'est exactement ça. On ne peut pas parler d'entraînement au poids du corps sans mentionner le cauchemar de beaucoup de gens. Ah, je vois où tu veux en venir. Les burpees. La source les décompose bien. Un squat, on passe en planche, on ramène les jambes et on saute. Pourquoi cet exercice est si redouté et en même temps si recommandé? Parce que c'est l'efficacité incarnée. C'est un exercice qu'on appelle polyarticulaire. Il combine la force, l'explosivité et le cardio en un seul mouvement fluide. Tout en un. Voilà. En moins de 30 secondes, on a sollicité les jambes, les abdos, les pecs, les épaules. Et on a fait monter le cœur en flèche. C'est pour ça qu'on le déteste. Il ne laisse aucun répit. Mais c'est aussi pour ça qu'il est si puissant. D'accord. C'est le couteau suisse de la prépa physique. Ok. On a un bon aperçu de la partie physique. Maintenant, comment on intègre ça dans une conversation? Les fiches pédagogiques qu'on a, elles distinguent deux verbes clés. Faire et jouer. Oui. La règle semble simple. Faire du sport, jouer au sport. C'est la règle de base. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que cette distinction révèle. On fait de la natation, du judo. Ce sont des pratiques, des disciplines. Des activités qu'on accomplit. C'est ça. Et on joue au football, au tennis. Là, il y a une notion de jeu, de compétition, de règles, d'un adversaire. Cette grammaire, elle colore notre perception de l'activité. Et pour parler de sa routine, j'ai vu qu'il y a un monde entre le niveau débutant et le langage plus familier. Ah oui, carrément. Le débutant dira « je me réveille, je m'habille, je vais au travail ». Classique, efficace. Mais un locuteur natif, dans une conversation informelle, il pourrait dire « le réveil sonne, faut que je me tire du lit, je me fringue vite fait et je file au boulot ». Voire au taf. Voire au taf. Le verbe se fringuer, le mot boulot, ce sont des marqueurs d'intégration. C'est la différence entre communiquer une information et partager une culture. Attends, il y a des expressions encore plus imagées dans la liste. Se faire tirer du lit, c'est presque violent comme image. Oui, Et casser la croûte pour manger ou retourner au charbon pour le travail, ça donne beaucoup de caractère. Exactement. Retourner au charbon, ça évoque l'effort, la dureté, un héritage du monde minier. Ces expressions portent une histoire, une mémoire collective. Les utiliser, c'est puiser dans ce fond culturel. On ne fait plus que décrire sa journée, on la raconte. ce qui nous ramène aux expressions purement sportives qui ont colonisé le langage courant. On a parlé du nez dans le guidon, il y en a une autre, très positive, garder le cap. Oui. Son origine est double. La navigation, bien sûr, mais aussi la gymnastique, où l'athlète fixe un point pour ne pas perdre l'équilibre. Ah, je ne savais pas pour la gym. Et dans la vie, garder le cap, c'est ça. Maintenir sa direction, ses objectifs, malgré les turbulences. C'est une métaphore de la résilience. Et celle que j'entends tout le temps au boulot, passer le relais. Bien sûr, ça vient de la course. Et ce qui est beau dans cette métaphore, c'est qu'elle n'est pas du tout synonyme d'abandon. Non, c'est vrai. Dans une course, passer le témoin, c'est un acte stratégique, crucial, qui fait partie de l'effort collectif. Dans le monde du travail, passer le relais, ça signifie déléguer, transmettre un projet, non pas par faiblesse, mais par confiance. C'est l'intelligence collective en action. C'est exactement ça. On voit bien comment ces images de l'effort,
de la stratégie, de l'équilibre, nous donne des outils incroyablement puissants pour penser à des situations complexes. Le sport devient une sorte de grille de lecture du monde. Il structure notre pensée, oui. Face à un projet difficile, on peut se dire c'est un marathon, pas un sprint. Et ça change complètement notre gestion de l'énergie. Ces métaphores ne sont pas que des ornements, ce sont des outils cognitifs. Pour résumer un peu notre parcours, on est parti d'une idée simple, s'entraîner chez soi. On a vu les principes, décortiqué des exercices comme les squats, les burpees, mais à chaque fois, on a tissé le lien avec la langue. C'est ça, le vocabulaire du mouvement, les verbes pour parler de sa pratique, et enfin, ces expressions imagées qui montrent à quel point le sport fait partie de notre culture. L'idée à retenir, c'est cette synergie finalement. Oui, tout à fait. S'intéresser à l'un, le corps, enrichit la compréhension de l'autre, la langue. Apprendre à bien faire un Superman, ça peut nous faire comprendre physiquement ce que veut dire se redresser face à l'adversité. Et connaître l'expression «garder le cap», ça peut nous donner la force mentale de tenir cette dernière seconde de gainage insupportable. C'est une belle conclusion. Et ça laisse une dernière pensée en suspens. L'article sur les expressions sportives fait cette remarque que j'ai trouvée géniale. Hmm. Il dit que l'activité physique est souvent le remède aux problèmes que ces mêmes expressions décrivent. Alors que la vie nous pousse à avoir le nez dans le guidon, une simple séance de sport nous force à lever la tête, à respirer, à prendre du recul. C'est une boucle parfaite, C'est une boucle parfaite. ce qui amène à se demander, au-delà du sport, quel autre univers de notre quotidien infuse à ce point notre manière de parler? On pense souvent à la cuisine, mettre les pieds dans le plat, tomber dans les pommes, mais est-ce qu'il y en a d'autres, peut-être plus personnels, la musique, le jardinage, les jeux vidéo, qui nous fournissent nos propres métaphores pour décrire le monde? C'est une piste de réflexion assez fascinante sur nos langages intérieurs. Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment parler de sa journée, de son quotidien, de son sport, bref, de la vraie vie quoi. L'idée, c'est de vous donner les clés pour que ça sonne super naturel. La grande question, c'est ça. Comment on fait pour raconter sa journée en français? Pas juste lister des actions, non, mais vraiment construire une petite histoire. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, voilà le programme. On va commencer tout doux avec la routine du matin. Ensuite, on va régler une bonne fois pour toutes la question du faire ou jouer pour le sport. Après ça, on verra quelques expressions pour sonner un peu plus local, on va dire. Et on finira en beauté en voyant comment mettre tout ça bout à bout. Allez, on y va. Ok, première étape, la routine du matin. C'est par là que tout commence, non? Ces petites actions qu'on fait tous les jours, presque sans y penser. Regardez bien. Je me réveille, je me douche, je m'habille. Vous voyez ce petit « me » ou « même » ? Eh bien, il est hyper important. Ça veut dire que c'est bien vous qui faites l'action sur vous-même. C'est la clé de tout, en fait, pour parler de ce qui nous concerne directement. Alors oui, ça a un nom un peu technique. Les verbes pronominaux. Mais oubliez le nom. L'important, c'est de comprendre l'idée. L'action, elle rebondit sur nous. Je me brosse les dents. Et oui, c'est bien moi qui brosse mes dents, pas celles du voisin. C'est tout simple, et c'est ça qui va servir pour toutes les routines. Bon, on a bien commencé la journée, maintenant un peu de sport. Et là, on arrive à une question que beaucoup de gens se posent. Pour parler de sport en français, on dit faire ou on dit jouer. C'est un grand classique, on va clarifier ça tout de suite. D'ailleurs, avant de voir la règle, juste un peu de vocabulaire qui peut servir, surtout si on fait du sport à la maison. Voilà de quoi parler de sa séance. Des squats, des pompes, des fentes, du gainage. C'est toujours bon à prendre. Et voilà, la fameuse règle, c'est vraiment le truc à retenir. En gros, c'est simple. On utilise faire deux pour les activités où on est un peu seul contre soi-même. La natation, le jogging, le vélo, ce genre de choses. Et on utilise jouer à dès qu'il y a un jeu, une balle, des équipes ou même des jeux de société. C'est la grande différence. Allez, on s'entraîne un peu? Le foot, sport d'équipe, ballon, alors. Jouer, bien sûr. On dit donc « je joue au foot ». Facile, non? Et pour le tennis, pareil. Il y a une balle, un adversaire, c'est un jeu, donc on joue. Je joue au tennis. Impeccable. Attention, on change de catégorie. La natation. Là, pas de ballon, pas d'équipe. C'est une activité solo. Donc, on bascule sur faire. Je fais de la natation. Et le dernier pour la route, le vélo. C'est pareil, c'est une activité individuelle. Donc, sans surprise, on dit « je fais du vélo ». Et voilà, le principe est compris, c'est dans la poche.
Ok, maintenant qu'on a les bases, on va passer au niveau pro. Si on veut vraiment sonner comme un natif, le secret, c'est d'utiliser des expressions de tous les jours. Et le sport, c'est une mine d'or pour ça. La première, vous la connaissez peut-être, avoir le nez dans le guidon. L'image est super claire, non? On imagine tout de suite le cycliste tête baissée qui fonce. Eh bien dans la vie, c'est pareil. Ça veut dire qu'on est à fond dans un truc, souvent le boulot, au point de ne plus voir le reste. Laisse tomber en ce moment, j'ai le nez dans le guidon. Une autre que j'aime beaucoup, garder le cap. Ça vient du monde de la voile. Le cap, c'est la direction. Donc garder le cap, c'est ne pas abandonner, continuer à avancer vers son but malgré les difficultés. C'est très imagé et très motivant. Et la dernière, passer le relais. Là aussi, l'image de la course est évidente. Ça veut tout simplement dire déléguer une tâche, passer la main à quelqu'un d'autre. C'est une super expression parce qu'elle montre bien que parfois, pour avancer, il faut savoir travailler en équipe. Ok, on a vu la routine du matin, on a vu comment parler de sport. Maintenant, comment on met tout ça ensemble pour raconter ce qui s'est déjà passé? Il nous manque la dernière pièce du puzzle, le temps du passé. Et ce temps, c'est le fameux passé composé. Alors, le passé composé, c'est vraiment le temps qu'on utilise 90% du temps à l'oral pour raconter quelque chose. C'est pour parler d'une action qui est terminée. La recette est toujours la même, il faut un auxiliaire, soit être, soit avoir, et un participe passé. C'est notre couteau suisse pour raconter des histoires. La grande question, c'est quand est-ce qu'on utilise être et quand est-ce qu'on utilise avoir? Bon, la bonne nouvelle, c'est que la plupart du temps, c'est avoir, facile. Il y a juste une petite liste de verbes, souvent des verbes de mouvement, qui utilisent être. On les appelle parfois les verbes de la maison d'être. Regardez l'exemple. Hier, j'ai fait du jogging et je suis allée au parc. On a les deux dans la même phrase. Et si, au contraire, on n'a pas fait quelque chose? C'est super simple. On prend l'auxiliaire, donc être ou avoir, et on le met en sandwich entre ne et pas. Le reste ne bouge pas. Je n'ai pas fait de sport. L'auxiliaire est bien au milieu. C'est une règle qui marche à tous les coups. Bon, on arrive à la fin. Si on devait résumer tout ça en quelques points clés. Premièrement, pour la routine, on pense aux verbes pronominaux, le fameux « je me lave ». Deuxièmement, pour le sport, jouer à pour les jeux, faire de pour le reste. Troisièmement, on n'hésite pas à piquer des expressions au sport pour sonner plus naturel. Et enfin, pour raconter tout ça, notre meilleur ami, c'est le passé composé. Et voilà, normalement, avec tout ça, vous avez les cartes en main. La grammaire, les mots, la structure, tout y est. Alors maintenant, la question est pour vous. Qu'est-ce que vous allez bien pouvoir raconter? Lancez-vous,